Bienvenue à Virage, bien heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Aujourd'hui à l'émission, on a plusieurs choses pour vous. D'abord, on a en studio le Ford Escape version branchable. On va aussi vous parler du CES, beaucoup de nouvelles de l'industrie automobile, même si ça concerne l'électronique. Je vous dis que c'est passé beaucoup de choses à Las Vegas. On va aussi avoir les nouvelles de l'industrie. On va répondre à vos questions à la fin de l'émission. 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémag.tv, c'est la façon de nous rejoindre. On a aussi notre Facebook. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Bien, salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui. Bon, en pleine forme? On l'est. En tout cas, moi, je le suis. Prêt pour une nouvelle saison? Ouais. Prêt pour une nouvelle saison, les amis. On va avoir beaucoup de choses à couvrir au cours de la prochaine année parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, des nouveautés fort intéressantes. On va vous en présenter quelques-unes dans les nouvelles de l'industrie aujourd'hui et ça va se poursuivre. On a même des nouveaux fabricants qui vont entrer et qui vont arriver ici au Canada. Donc, on va vous en parler aussi tout au long de la saison et dans les prochaines semaines. Messieurs, avant, on a ici en studio le Ford Escape version branchable que je conduis présentement et que j'apprécie grandement. J'apprécie plusieurs choses du Ford Escape. Le format, j'apprécie l'aménagement intérieur, l'espace, l'autonomie électrique, même si ce n'est pas énorme. Et ça, on va en reparler parce que Ford annonce 60 km. Moi, je n'ai pas vu le 30 km en le branchant le matin. J'avais maximum 20. Là, matin, c'est 28 km, 25, 27, 28 km d'autonomie. Mais pour mes besoins, moi, c'est suffisant. Économie normale, économie générale combinée, on parle de 2,2 litres au 100 km du côté de chez Ford. Je suis à 6,7, mais c'est des froids arctiques présentement. Donc, on peut comprendre un peu l'écart. C'est vraiment acceptable pour le format de véhicule. Alors, peut-être un petit réaménagement de la portion avant, puis on a un véhicule qui est fort agréable. Oui, tu as raison. On va tout de suite parler cependant de la consommation d'essence. Parce que je suis obligé d'apporter un petit correctif à ce que tu viens de dire. C'est vrai que Ford nous parle de 2,2 litres, mais c'est un équivalent électrique 2,2 litres. Oui. La vraie consommation combinée annoncée par Ford, c'est 5,5. Donc, tu n'es pas très loin de la réalité. On n'est pas si loin malgré les froids. Oui, malgré les moins 1000 qu'on a eu depuis quelques jours. Effectivement, tu n'es pas très loin. Moi, j'ai eu le véhicule un peu plus tôt en saison. On n'avait pas ces froids-là, on n'était pas dans la neige non plus. Et j'ai fait à peu près 5,8. Sans le brancher trop souvent, je dois le dire, là, parce que, bon, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu le faire. Cependant, de mon côté, tu as parlé d'autonomie électrique. Je pense que c'est ça le gros point de ce véhicule-là dont il faut absolument parler. Batterie de 14,4 kWh, admissible à une aide financière de 4 000 de la part du programme Rouler vert du gouvernement. Toi, tu parles de 28 km. Je comprends, il fait froid. Moi, je n'ai pas eu mieux que 42, malgré tous mes efforts et malgré le fait que la température n'était pas aussi froide. Ouais. Donc ça, c'est probablement le plus gros handicap parce que malheureusement, bien, il fait face à des rivaux comme notamment le Toyota Prime, le RAV4 Prime, qui lui annonce 68 km et qui, dans la réalité, fait 72. Donc, c'est probablement le plus gros handicap parce que pour le reste, tu as raison, c'est un véhicule qui est doux, c'est un véhicule qui est le fun, c'est un véhicule qui est bien aménagé. Honnêtement, moi aussi, j'ai beaucoup aimé mon séjour à son volant. Ouais. Moi, je parle de la compétition. Moi, je pense de la grosse compétition que ce véhicule-là a. Bien, tu l'as dit, le RAV4, le CR-V, le Tucson. Je pense que c'est un bon... Bien, le Outlander. Il ne faut pas oublier le Outlander PHEV. Même la génération actuelle du Outlander PHEV a à peu près la même autonomie électrique, mais bénéficie d'un système de 4 roues motrices, ce qu'on n'a pas sur le Ford Escape. Alors, et le prix est beaucoup plus avantageux du côté du Outlander, qui, à mon avis, devient juste la condition du prix, peut-être le numéro un en termes de rival. Oui. Tu parlais tout à l'heure qu'il y a seulement 4 000 qui peut être déduit par rapport à la batterie, c'est une 14. Si on était avec une 18 ampères, 18 kWh. Kilowattheure, c'est-à-dire on aurait 8 000 qui seraient déduits. Alors, comme véhicule, c'est un véhicule que si tu le regardes au niveau qualité d'assemblage, finition, etc., c'est tout correct. Je pense qu'on ne peut pas chialer là-dessus. Au niveau des sièges, c'est confortable. Au niveau du logement, c'est bon aussi. Au niveau du coffre, peut-être, je trouve que le coffre penche vers l'arrière. Alors, si tu mets des objets dedans, des sacs ou n'importe quoi, c'est mieux de les allumer comme il faut.
Quelque chose qui m'a toujours agacé un peu dès qu'on a un véhicule comme ça, avec le cordon, etc., c'est que dès que tu pars, tu as toujours ton cordon dans le coffre qui est vraiment... Puis tu en as besoin, parce que si tu vas plus loin que qu'est-ce que tu dois aller, là, ça te prend quelque chose pour recharger. Alors, tu as ce cordon-là qui est sale ou ces choses-là. Un bon jour, je pense qu'on arrivera à avoir des plaques par terre et qu'on pourra se recharger. Mais on a encore... Tu veux pas avoir un fil rétractable comme une balayeuse, Jacques? Justement. Ça, c'est... que le système va justement bloquer, que tu ne pourras pas rentrer ton fil plus. Par contre, il faut dire que si tu as une borne à la maison, ton cordon, il est branché après la borne. Donc, tu ne le traînes pas avec toi. Fait que tu peux garder celui-là relativement propre et t'en servir uniquement aux besoins. Donc, ça, évidemment, oui, c'est un des éléments. Autre élément que moi, je suis d'accord avec toi quant au coffre, c'est pas un coffre que je trouve pratique dans la façon dont il est fait. Je trouve qu'il est difficile d'accès, je ne suis pas agréablement surpris. Par contre, on parlait du look du véhicule. Oui, c'est le PHEV, mais peu importe. Là. Je trouve que l'Escape a un look le fun. Il ne ressemble pas au VUS traditionnel, un peu plate, carré, qui se ressemblent tous. Je trouve qu'il a quand même conservé une certaine personnalité, bien que la taille soit un peu plus petite que certains autres, évidemment. Dans la série des PHEV, on en a parlé. Bon, il y a Kia qui nous est arrivé avec le Sorento. Par contre, il arrive aussi avec le Sportage, le Tucson PHEV, qui sont vraiment des concurrents directs, qui offrent aussi ce côté moderne-là. Évidemment, lui va être dû un petit peu pour un certain... Bien, c'est déjà annoncé. L'an prochain, il va arriver avec un rafraîchissement au niveau, surtout de sa portion avant. Le reste du véhicule, moi, l'intérieur, on n'a pas à toucher à ce véhicule-là vraiment. Peut-être l'écran qui est encore vraiment mal intégré à la planche de bord. Sauf que si on réussit à redessiner la partie avant, l'Escape va rester dans les plus vendus parce que Ford a un réseau qui est très étendu. Ford, ça va très bien au niveau de leur véhicule et des ventes. Et les versions, parce qu'il y a plusieurs versions de l'Escape. Tu peux l'avoir avec le petit 1.5, tu peux l'avoir avec un hybride seulement, tu peux l'avoir avec le 2 litres et aller chercher 3500 livres de remorquage. Donc, avec lui, tu as quand même 1000 livres. Là. C'est quand même intéressant. Mais tu as plusieurs versions qui vont assurer quand même un certain succès. Même la version hybride. Moi, j'aime le branchable. Dans la version hybride régulière, c'est un véhicule qui va très bien, qui est économique. Puis on sait qu'au niveau mécanique, ça va tenir. Et surtout, la douceur du système hybride qui est amélioré et qui vient rejoindre Toyota, à mon avis. Tout à fait d'accord. En fait, le seul bémol, puis évidemment, vous allez me reconnaître, là, j'ai hâte que l'on enlève le système, l'espèce d'écran d'infodivertissement pour arriver avec le Sync 4, qui est définitivement une meilleure génération et plus efficace. Si on est capable de faire ça, pour moi, effectivement, c'est un véhicule tout à fait intéressant. Quand même, il faut parler du prix. Hein? Le véhicule qu'on a en studio vaut 40 quelques mille dollars et c'est même pas la version la plus haut de gamme. Il existe une version Titanium PHEV qui, au départ, est à 46 000 Si vous ajoutez des options, ça commence à être un peu important, malgré le 4 000 de rabais. Au niveau du prix, et il s'en vient aussi le nouveau Outlander, nouvelle génération en version aussi PHEV, système de traction intégrale et tout. Alors, je pense que le PHEV, donc les véhicules branchables, qui vont être à autonomie variable selon vos besoins, c'est le bon pas avant de peut-être faire le pas dans la voiture 100% électrique si vous avez un peu peur de ces voitures 100% électriques. Peut-être. Merci, messieurs. Plaisir. Merci. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on va bien rester là. Nous voilà de retour et c'est maintenant le temps de quelques nouvelles de l'industrie, mais on va se concentrer à un endroit, c'est au CES à Las Vegas. Beaucoup de nouveautés. On sait que c'est un salon électronique, puis qu'on parle surtout d'électronique, surtout de télévision, de plus en plus grande d'ailleurs. Mais l'industrie automobile prend de plus en plus de place. Oui, effectivement. Le CES est devenu vraiment l'espèce de centre d'achat de tout ce qu'il y a de technologique. Cette année, tu l'as dit, télévision en tout genre. On a même des lunettes dont le focus se fait tout seul. Bref, il y avait absolument plein de choses. Mais il y avait surtout des voitures, effectivement. Ouais. Même si cette année, 50 à peu près des dévoilements, finalement, ont été faits de façon virtuelle. Pandémie oblige, là, plusieurs personnes ont choisi de ne pas se rendre au CES cette année. Malgré tout, il y a vraiment des éléments qui ont retenu notre attention. Ouais. Et le premier, c'est BMW.
Tu sais que BMW nous a présenté et arrive cette année avec des véhicules électriques, le iX, le i4, des véhicules vraiment spectaculaires. Et là, on est arrivé avec le... Attends, il faut que je dise le nom comme il faut. Ça, c'est pas un concept car qui s'appelle Flow, ça va, mais c'est le e-Ink. E-Ink. Pourquoi? Parce que c'est un encre électronique qui te permet de changer la couleur de ta voiture. Pour le moment, on est dans le noir et blanc. OK? La façon dont ça fonctionne, tu le connais déjà, c'est un système que tu as déjà probablement testé. Rappelle-toi Mercedes ou Airbus dans les vitres d'avion, quand tu appuies sur un bouton, la fenêtre noircit ou elle blanche. Tout simplement parce que certaines particules Le Toyota Venza a ça maintenant. Là. Effectivement. Sauf que dans ce cas-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des millions de petites particules sur la carrosserie qui sont grosses comme des cheveux humains. Et chacune de ces particules-là peut être programmée pour recevoir ou pas une impulsion électrique et donc dessiner le dessin que l'on veut. Bon, tu me diras à quoi ça sert? C'est effectivement la question qu'on peut se poser. Ce qu'on nous dit du côté de BMW, en fait, c'est qu'on veut s'en servir notamment pour aider dans les pays particulièrement chauds, ensoleillés. Donc, on pourra, par exemple, repousser les rayons du soleil avec un véhicule blanc, ce qui va permettre de garder l'habitacle le plus frais, et inversement, dans les pays froids, d'avoir un véhicule noir. Bref, c'est un peu n'importe quoi, mais le gadget est intéressant parce que... Beau cauchemar pour les carrossiers, hein? Ah, écoute, ça va être épouvantable à nettoyer et à réparer, surtout, oui. pour ceux qui arrivent à un choc. Mais bon, c'est une espèce... la façon dont c'est fait, en fait, c'est que c'est comme un film autocollant qu'on met par-dessus la carrosserie. Donc, c'est peut-être pas si pire parce qu'on pourra probablement l'enlever par panneau, mais on n'a pas annoncé non plus combien ça coûtait. Et on ne sait pas actuellement si on est capable de moduler les dessins. Donc, est-ce que tu pourrais, par exemple, toi, choisir d'avoir un beau véhicule zébré, alors que moi, je préfère les taches léopard? Peut-être, mais pour le moment, on ne sait pas. C'est un gadget, puis bon, le salon sert à ça, mais qui se concentre donc à nous faire des peintures qui résistent aux petites égratignures et aux roches, puis à la rouille. Ça, je pense que ça serait probablement plus utile que ça. Mais tu te rappelleras, il y a quelques années, Toyota nous avait présenté une Lexus avec des DEL partout sur la carrosserie qui changeaient de couleur. Bon, on n'est pas là. Par contre, chez BMW, on a aussi fait une autre annonce qui est celle d'un écran de 31 pouces que l'on va loger à l'arrière. Rassure-toi, ce n'est pas à l'avant, mais c'est à l'arrière des véhicules pour les passagers arrière. Et ça va contenir Fire TV. Donc, c'est une entente avec Amazon pour avoir la télévision en direct. Ça existe déjà chez d'autres fabricants. Hein. Stellantis, là, avec le Jeep Wagoneer, entre autres. Donc là, ça va arriver chez BMW. Un écran de 31 pouces, ça commence à ressembler à un salon. Ça commence à prendre de la place également. Là. Effectivement. Mais là, c'est accroché en haut, évidemment. Ce n'est pas dans les appuis-têtes, vous aurez compris. Toujours au CES, bien sûr, parce qu'on est là. Hyundai est arrivé mais pas avec des véhicules vraiment. Hyundai, on le sait depuis quelques années, se sont associés avec Boston Dynamics. Boston Dynamics, c'est la compagnie qui avait fait, tu te rappelleras, l'espèce de chien robotisé, là. Bon, ils ont travaillé beaucoup avec eux et ils ont développé un système qui s'appelle le New Mobility of Things. Ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'au lieu que ce soit nous qui nous rendions aux objets, ce sont les objets qui vont se diriger vers nous. Bon, tu auras compris que ce n'est pas nécessairement vrai pour ton assiette à la table, mais on a fait, par exemple, une espèce de plateforme qui ressemble aux aspirateurs de maison là, robotisés. Bon, on a ça sur lequel on peut déposer des trucs et le programmer avec notre téléphone intelligent. Ce que l'on voit derrière nous, c'est une espèce dans le fond, c'est un valet d'hôtel. Donc, tu vas simplement décharger ta voiture à l'intérieur, tu vas entrer ton numéro de chambre et le valet va se rendre directement à ta chambre et va t'attendre là quand toi, tu vas arriver un peu plus tard. Donc, on joue vraiment On sauve le pourboire, au moins. Oui, effectivement. Oui, quoique si, on ne sait jamais quand les robots vont se rebeller. Donc, c'est vraiment une partie, évidemment, de ce qu'on a fait. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment jouer avec la mobilité intelligente du côté de chez Hyundai. Rappelle-toi, on a préparé Ça s'en vient, des applications localisées, là, mais ça s'en vient. Oui, effectivement. Donc, on est là. Une des grandes nouvelles qui a eu lieu en marge du CES et non pas dans le CES lui-même, c'est Chevrolet qui nous a enfin dévoilé le Silverado 100% électrique. Oui. S'il y a un véhicule qu'on attendait, c'est bien celui-là. Tout le monde sait que, Ford s'en vient avec le Lightning, bien sûr le Rivian qui va aussi être disponible bientôt, qu'on peut déjà acheter en fait. Donc, on attendait vraiment Silverado avec beaucoup d'impatience. On nous a présenté ce véhicule-là, il est joli, particulier comme look, là, mais je trouve que c'est bien réussi. 640 km d'autonomie, 10 000 livres de capacité de remorquage, ce qui est tout à fait raisonnable et comparable à ce qui se fait déjà. Capacité de charge de 1300 livres.
Bon, il y a 600 jusqu'à 660 chevaux selon les versions retenues. La version RST First Edition, cependant, qui va arriver en 2024, sors un peu ton portefeuille puis casse ton cochon parce que c'est 119 948 $. Ça ne sera pas donné. Bien, on sait qu'on a déjà travaillé sur la Armor version camionnette. C'est ça. Alors, la base était déjà faite. Mais ce que moi, je comprends de cette annonce, c'est qu'on a dû la devancer un petit peu. D'après moi, on n'était pas prêt à annoncer ce véhicule-là tout de suite. La pression de Ford, Hummer, justement, Rivian, Cybertruck et les autres commence à avoir mis un peu de pression chez GM. Et là, on demandait, puis vous autres, GM, puis vous autres, puis vous... Là, on présente un produit qu'on va sortir en 2024. Oui. C'est un année modèle 2025. Oui. Ah non, écoute, c'est... Wow! Par contre, on est obligé de dire que Chevrolet a pris un peu tout le monde par surprise au cours de la même conférence en nous présentant d'autres véhicules, oui. C'est-à-dire le Blazer et l'Equinox électrique. Deux véhicules dont le design est absolument fabuleux, à mon avis. Rare. Ouais. C'est vraiment beau. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aurait même des chances que l'Equinox soit en fait la nouvelle Bolt. Qu'on élimine complètement la Bolt de l'inventaire pour arriver avec l'Equinox, qui lui va arriver automne 2023 comme année modèle 2024. C'est pas une mauvaise idée parce que là, la Bolt, avec ses problèmes de batterie, etc., le feu qui prend et surtout le rappel qui n'est pas là puis qu'on n'est pas capable de finir par faire, je pense que le remplacer par un véhicule comme ça, un peu plus volumineux, ça va donner quelque chose de vraiment intéressant. Puis au niveau du design, on ne se trompe pas. C'est vraiment beau, mais plus petit, la Bolt, il faudrait qu'on sorte peut-être un autre véhicule un petit peu dis-toi qu'il y a l'Equinox qui n'est pas très gros, mais tu vas avoir le Blazer qui va être un petit peu plus gros. Donc, on tombe déjà dans pas mal. Un Trailblazer peut-être électrique éventuellement, qui remplacerait puis qu'on éliminerait peut-être le côté négatif de la Bolt. Du côté de chez GM, on nous a aussi présenté le Cadillac Inner Space, qui est en fait un concept autonome. Écoute, c'est beau, là. Je trouve que le look est incroyable, mais au-delà du look, on ne sait absolument rien de ce véhicule-là. Peut-être un peu plus un exercice de style. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, si on a voulu jouer la carte, la nouvelle calandre électrique de Cadillac, là, ça va être une immense calandre de ce style-là. C'est fort probablement ce qui va se passer. Chrysler a aussi présenté ce qui est probablement le plus beau véhicule, à mon avis, du CES, c'est le Airflow. Évidemment, rien à voir avec le Airflow des années 50, on s'entend, mais véhicule 100% électrique qui va arriver en 2025. Oui, ça aussi. C'est tard. Par contre, Chrysler en a profité pour dire que d'ici 2028, il serait 100% électrique. Bon. Les mauvaises langues vous diront que quand on a deux modèles, c'est pas trop long à transformer. C'est ça. Mais effectivement, on s'en vient donc 100% électrique. On parle d'une autonomie d'à peu près 640 km avec deux moteurs électriques de 150 kW chacun. Donc, ça devrait être un véhicule qui va vraiment, vraiment valoir la peine. Et c'est assez spectaculaire. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Chrysler, pour la division. On travaille d'abord sur la division Chrysler. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. Mais si on peut devancer ce véhicule-là d'un an ou deux, ça va leur donner tout qu'un coup de main. Oui. Et ce qu'on utilise, ce design-là, pour les prochains véhicules, là, on a une belle direction design. Là. Effectivement. Alors non, je te dis, à mon avis, c'est un des plus beaux véhicules qu'on nous a présenté au CES. C'est vraiment, vraiment spectaculaire. Question spectaculaire, Mercedes n'était pas trop en reste non plus avec le EQXX. Bon, le nom est un peu compliqué. Ce qui est fascinant de ce véhicule-là, en fait, c'est d'abord qu'il est extrêmement léger. On dit qu'il est plus léger que tous les autres véhicules électriques sur le marché actuellement, qu'il possède une batterie qui est 30 % plus petite que les autres, en bas de 100 kWh de batterie, ce qui est quand même fascinant, mais malgré tout, autonomie envisagée de 1000 km. Évidemment, là, on va se dire ça peut être une promesse politique, là, dans le sens où on verra quand ça va arriver pour vrai, mais à 1000 km avec 100 kWh de batterie, ça voudrait dire qu'on a réussi vraiment un effort technologique pour limiter la consommation. Oubliez le véhicule, là, l'annonce, c'est la batterie. Oui. Mercedes nous annonce qu'il travaille sur une nouvelle batterie, une nouvelle génération de batterie, qui est déjà, on compare un peu parce que c'est le EQS qui est la référence. Effectivement. Et qu'on va pouvoir faire passer, par exemple, l'EQS avec le même espace à 800 km d'autonomie très rapidement. Donc ça veut dire une nouvelle génération de batterie qui va arriver très vite du côté de chez Mercedes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des panneaux solaires que l'on peut mettre sur le véhicule qui peuvent donner jusqu'à 25 km ou alimenter les équipements électriques à l'intérieur de la voiture. Ça aussi, c'est intéressant. Il y en a trois petites, très rapides, qui sont absolument, probablement jamais produites. La Sony Vision SO2,
qui est un petit véhicule que l'on veut présenter du côté de Sony. On veut créer une division mobilité. C'est le sport utilitaire. Là, on a la voiture, on a le sport utilitaire. Je ne suis pas sûr que ça ne sera pas produit. Ça, on verra. La deuxième, c'est Edison, le Future EF1T. C'est un camion. De quoi rassurer tous les partisans de Tesla, parce que ça a l'air qu'Edison a aimé le design du Cybertruck parce que ça y ressemble. Et il y a des panneaux solaires qui vont sur la batterie. Et le dernier, c'est le Indy EV1. L'Indy EV1, en fait, ce n'est pas pour la voiture elle-même. C'est qu'on dit que c'est la voiture qui est pour les millénarios qui sont incapables de se débrancher des réseaux sociaux. Tu es branché en permanence sur tous tes réseaux sociaux. Tu as même une caméra, tu peux streamer live, toutes tes choses. La NHTSA ne laissera jamais passer ça, mais il fallait quand même en parler. Merci, Marc. Reste là. On a d'autres nouvelles de l'industrie. Restez avec nous. Nous voici de retour et on poursuit les nouvelles de l'industrie. Marc, on commence immédiatement avec Ford et la Mustang. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris. Peu de choses, devrait-on dire. Sens-tu une déception, là? Oui, bien, c'en est toute une. Parce qu'en fait, on nous annonce là, une prochaine Mustang, 7e génération. Évidemment, là, Ford n'a rien annoncé officiellement. Ce qu'on nous a présenté, cependant, c'est des photos espions qui ont fait le tour du web, là, un peu partout. Et ce que l'on aperçoit de ce véhicule-là, objectivement, c'est une Ford Mustang. Ben oui. Il n'y a pas Moi, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus éclaté que ça, qu'on est dans une nouvelle direction. Or, à part les lumières qui sont un peu différentes à l'arrière, les blocs optiques avant semblent assez similaires à ce qu'on connaît déjà. La forme est tout à fait semblable. Ce qu'on nous dit, c'est que possiblement, il y aura une version hybride, mais on ne sait pas trop sous quelle forme. Il y a peu de changements actuellement prévus. Et objectivement, dis-moi ce que tu en penses, là, mais je ne suis pas convaincu que c'est une grande évolution, là. Bien, c'est une mise à jour, simplement. Oui. Je pense qu'on fait une mise à jour esthétique. On va faire une mise à jour au niveau de la motorisation. Probablement que l'hybridation va rentrer comme de base dans le véhicule parce qu'on est rendu là. Mais attendez-vous à voir le 5 litres. Ça, la déception provient du fait que Ford ont été les premiers à parler d'une Mustang à moteur central. Avant même GM. Tu te souviens? Oui. Dans l'ancienne version, celle-là, je pense que je me souviens plus quelle... C'est la 5e. La 5, 6e. Bref, on a une version où on parlait d'un moteur central, où on parlait de changer complètement la Mustang. Et là, on nous présente... Mais c'est pas Ford qui le présente, là. Non. Mais ce qu'on peut voir sur ces photos et les premières informations, simple évolution esthétique. La question qu'on peut se poser, cependant, c'est est-ce que l'usage du nom Mustang pour d'autres véhicules, rappelons la version électrique, le fameux VUS, la Mustang Mach-E, ça a déçu énormément. Et là, l'ulcère de Daniel revient. Est-ce que ça n'a pas contribué justement à forcer Ford à garder la Mustang le plus proche de ce qu'elle est actuellement, histoire de ne pas perdre ses habitués? Parce qu'il faut rappeler, actuellement, là, il se vend plus de Mach-E qu'il se vend de Mustang ordinaire, là. Fait qu'il faut aller rechercher ces gens-là qui sont des passionnés, qui sont des enthousiastes et qui ont fait vivre la voiture, qui l'ont placée numéro 1 aux États-Unis et au Canada dans les sportives pendant des années, là. Elle reste quand même une voiture mythique Oui. qui doit garder sa forme mythique. Et tant et aussi longtemps que ça va se vendre, si on veut garder le nom Mustang en vie, on a beau l'accoter à un sport utilitaire électrique, il reste que c'est la Mustang traditionnelle qui fait vivre le nom. Puis si on veut garder notre base de fanatiques de Mustang, on doit garder la Mustang comme ça. Pour nous, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire au niveau design. Il semble y avoir une grosse évolution au niveau des phares, des feux arrière, des phares avant. Donc, on peut peut-être nous surprendre au niveau du style, mais j'ai hâte d'en apprendre un peu plus. Tout à fait d'accord. Ce qui retient mon attention aussi, cependant, c'est le double échappement. Ça veut dire qu'on n'est pas exactement dans quelque chose de super écolo, là. Si on a un double échappement encore sur une voiture sport. Vous allez avoir du V8, vous allez avoir du Shelby, vous allez avoir... Ouais, c'est pas un petit 4 cylindres EcoBoost, ça m'étonnerait beaucoup. Bref, tout ça pour dire que c'est prévu l'an prochain, évidemment. Donc, la 7e génération de la Mustang.
On va suivre le dossier. Oui, on verra ce que ça va voir. J'espère que tu vas être moins déçu de la nouvelle Mustang que de la Mach-E. Bon, bref, ceci étant dit. La Mach-E, je suis déçu du nom, pas du véhicule, parce que j'adore le véhicule, il va vraiment bien. Puis c'est le sport utilitaire électrique actuellement, là, que je recommande le plus. Oui. Pour te dire rapidement, j'ai conduit... Mais le nom, j'en reviens pas. J'ai conduit la version performance en hiver, cependant. J'étais supposé faire 418 km. J'en ai fait 220. Mais bon, ceci étant dit, c'est quand même un véhicule qui va très, très bien. Ouais. Dans les autres nouveautés dont on peut parler, c'est Toyota qui nous arrive avec le Sequoia. Bon, là, c'est drôle parce qu'on fait un dévoilement partiel. C'est une espèce de striptease particulier. On nous a d'abord présenté cette photo-là en nous disant The next big thing. Voici la prochaine grosse affaire. Alors là, ça a jasé beaucoup dans les chaumières parce qu'on disait, est-ce que c'est le nouveau 4Runner? Est-ce que c'est le Sequoia? Bien, finalement, par la suite, quelques jours plus tard, on nous a vraiment présenté l'arrière du Sequoia en confirmant, avec le nom Sequoia. C'est ça, en confirmant que c'était le Sequoia 2023. Donc, on n'a toujours aucun détail. Il fallait s'y attendre parce que ça partage la plateforme du Tundra. Donc, le Tundra a été renouvelé cette année. On risque de se retrouver avec un turbo hybride. Les 7 propriétaires de Sequoia vont avoir un nouveau modèle peut-être à s'acheter. C'est ça. Mais, bon, aux États-Unis, c'est quand même plus populaire. C'est pas vraiment pour nous. Les 10. Oui, c'est ça. Du côté de Honda aussi, Honda, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est le nouveau HR-V. On a présenté il y a quelque temps le HR-V en Europe qui a un certain style, une certaine gueule, et on nous a dit... Regardez-le pas, il ne viendra pas chez vous. Ce n'est pas lui que vous allez avoir, d'autant plus qu'il est hybride. Chez vous, on va vous amener un autre véhicule et c'est le design qu'on nous a présenté. C'est ce HR-V-là, qui est, à mon avis, prometteur, intéressant, mais c'est un dessin. Donc, on verra ce que ça va donner. On n'a pas parlé d'hybridation encore non plus du côté du HR-V chez nous. Celui en Europe, il est disponible hybride. Seulement hybride. Exactement, mais je te rappelle que le CR-V hybride n'a jamais été vendu au Canada, mais a été vendu aux États-Unis. Donc, on verra ce qui va se passer. Et dans la même veine, le vice-président des ventes chez Honda Nord-Amérique est allé dire, vous savez, les voitures électriques, c'est juste une passade, ça ne durera pas, c'est juste politique et c'est juste pour remplir les quotas. Donc, ça se peut bien qu'on ne se lance pas trop là-dedans. Alors, ce n'est pas nécessairement rassurant du côté de chez Honda au niveau des voitures. Il y a quelqu'un qui devrait lui envoyer les règles mais... et les lois 2030, 2035, 2050 de la Californie, du Québec et des autres. Mais je te signale qu'en début de pandémie, la première personne qui a dit ça, c'est M. Leclerc, le président de Honda Canada. Fait qu'on sent qu'il y a comme une tendance du côté de chez Honda. Bref. Au moins, il y avait des bonnes nouvelles du côté de chez Honda, puisque au côté des voitures nord-américaines de l'année, ils ont remporté avec la Honda Civic le titre de la meilleure voiture. Il était en nomination contre la Lucid Air, une voiture à 120 000 dont on a vu 3 copies, et la Volkswagen, la Golf R et la GTI, qui viennent à peine d'arriver. Donc, la Civic qui l'a emporté. Parmi les autres gagnants, c'est l'année Ford, puisque Ford l'a emporté du côté des camions avec le Maverick, devant le Rivian et devant le Hyundai Santa Cruz. Et Ford l'a emporté aussi du côté des VUS avec le Bronco, devant la Ioniq 5 et devant le GV70 de Genesis. Donc, c'est une bonne année pour Ford et je pense que c'est bien mérité. Là. Le Maverick a gagné dû au 2.5 hybride de base. Exact. Je suis persuadé que le prix et la motorisation hybride offerte de série a fait la différence sur le Santa Cruz, que moi, je juge un peu plus haut de gamme. Oui, bien, c'est tout à fait, mais malgré tout, le Maverick est tellement populaire que tu ne peux même plus en commander avant le mois de juin. Là. Absolument. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, on s'arrête et on revient. Restez là. Voilà de retour, nous avons beaucoup de temps pour les questions aujourd'hui. C'est vraiment agréable, mais si vous voulez nous les poser pour les prochaines semaines, 670-9078, poste 230, virageautomac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Alors, messieurs, on y va immédiatement avec une problématique de Jean qui dit j'ai fait l'achat d'une Volt 2013, donc Chevrolet Volt. Je dois l'entreposer à l'extérieur parce qu'on ne l'utilise pas l'hiver dans son cas. J'ai branché la batterie sur un chargeur intelligent, donc qui est déjà branché en permanence. Est-ce que je dois brancher la grosse batterie? C'est pas possible de le faire. Alors, est-ce que ce serait mieux qu'elle soit toujours branchée ou pas branchée?
Ça, c'est une très bonne question concernant la batterie lorsqu'on l'entrepose. Ma réponse, c'est de l'entreposer avec la batterie pleine, charge. Et si dans l'hiver, une fois ou deux, vous pouvez venir charger la batterie, tant mieux. Sinon, bien, vous la rechargez lorsque vous prenez le véhicule. Ben, Effectivement, je suis d'accord. En fait, brancher la batterie ne servira à rien parce que vous allez toujours être branché sur quelque chose. Il n'y a pas de gestion intelligente à ce moment-là qui va se faire. Donc, vous êtes mieux de la laisser se décharger complètement, tant qu'à faire ça, puis la recharger une fois que vous aurez commencé à utiliser la voiture au printemps. Je pense que c'est la meilleure En solution. l'entreposant pleine charge, Marc, d'après moi, elle ne sera même pas déchargée complètement lorsqu'on va ça reprendre dépend, le véhicule. dépend de l'électronique qu'il y a de monter à bord qui gruge le courant continuellement. Parce que moi, j'ai un véhicule, là, un mois et demi sans être branché, là, j'étais obligé d'aller le faire partir puis de m'en occuper. Puis justement, j'ai un petit chargeur dessus qui garde ma batterie continuellement sur un véhicule régulier. Mais un véhicule comme la Volt, moi, je tiendrais ma batterie chargée. Un petit chargeur intelligent, là, si j'ai une place pour me brancher. Ça, c'est Pour la fait pour petite- sa batterie pour la petite régulière, boîte. mais la grosse l'autre- batterie, l'autre si tu va n'as pas rester pleine. accès... L'autre, selon moi, va rester plein. Je ne suis pas sûr qu'elle va rester pleine parce qu'il y a toujours quand même un mini-usage. Mais oui, moi, je dirais, serrez-la pleine, puis vous ne devriez pas avoir de soucis Ouais. avec ça. Absolument. Et la personne, Jean, a appelé plusieurs concessionnaires qui n'ont pas été capables de donner de réponse. Et dans le guide du propriétaire, il n'y a pas de réponse non plus Il n'y a pas de concernant l'entreposage. Alors, mais ça, voilà. mais ça, c'est souvent du bouche à oreille vis-à-vis un autre Selon l'expérience. propriétaire de c'est ça. Volt qui, lui, l'a fait pendant quelques années et puis ça a donné du Mais- résultat ou pas. La batterie 12 volts, elle, si elle demeure chargée, après ça, on peut redémarrer le véhicule avec Justement. son moteur thermique et immédiatement, le véhicule va renvoyer de la charge dans la batterie, dans la Justement, grosse batterie. justement. Donc, même si c'est possible, vous ne pouvez pas la brancher, allez démarrer une fois ou deux peut-être votre véhicule si vous pouvez le faire. Ça serait une autre bonne solution. Voilà. Et félicitations pour votre achat. D'ailleurs, la Volt, c'est un super achat. Je ne comprends même pas pourquoi GM a abandonné ce Jamais compris véhicule-là. ça. Fallait qu'il coûte cher à produire parce qu'on en vendait énormément. Ouais. Puis on avait beaucoup de succès, puis il répondait aux besoins des gens, puis il n'y a pas eu vraiment de problème avec. Il y avait pas de C'était problème. le véhicule électrique le plus vendu au pays à ce moment-là, quand ils l'ont arrêté. Alors, ce qu'ils ont dit, en fait, c'est qu'ils n'avaient pas les capacités de production de batterie pour poursuivre la production de la Volt et développer d'autres modèles, comme la Bolt. Donc, ils ont dû faire un choix. Ils ont opté pour le 100 électrique et ils ont abandonné la Volt, ce qui est, à mon avis, effectivement une erreur parce que c'est un véhicule... Je connais personne qui a eu une Volt qui l'a regretté. Justement. Non, absolument pas. Et les gens qui en ont les gardent. S'il y en a sur le marché du véhicule d'occasion, sont extrêmement chers. Donc, il faut payer le total. On a Eric qui dit capacité de remorquage du Alfa Romeo Stelvio, je ne l'ai pas trouvé à nulle part. C'est le véhicule qui m'intéresse. Alors, Stelvio, 280 chevaux, 306 livres de pied-coupe. C'est un sport utilitaire qui a un 4 cylindres extrêmement performant. C'est 3000 livres. Oui, moi aussi, j'ai fouillé pour réussir à la trouver, cette capacité de remorquage. Et ça m'a pris un site américain pour finir de trouver ça. C'est épouvantable. Et on cache de plus en plus d'informations pour les fabricants lorsqu'on va sur leur site Internet. On nous parle un peu du moteur 4 cylindres avec les litres, 2 litres, 3 litres, 3,5 litres, mais trouver les forces moteurs, les capacités de remorquage. Les capacités de remorquage. C'est vraiment difficile. On cache toute cette information-là et souvent, il n'y en a même pas. Non. Parce Puis, qu'on en nous fait, présente ces véhicules-là comme étant des véhicules qui font du hors-route, qui font un tas de choses. Mais ils oublient que nous autres sites au Canada, on accroche des remorques en arrière. Partout, en On a Europe, une partout. 4 roues, la patente. On a besoin de se promener avec. Moi, je pense que c'est beaucoup une façon de se protéger pour éviter les Justement. usages abusifs. On s'entend pour dire qu'un Stelvio, oui, vous pouvez remorquer 3000 livres. Pas sûr que moi, je le ferais si souvent, par exemple, là, parce qu'on s'entend pour dire que le moteur est extrêmement performant, mais il y a une fiabilité qui est parfois un peu aléatoire quand il force trop longtemps. Ben, Alors, ça moi, ne s'est pas honnêtement- avéré encore avec le Stelvio. Là. L'hécatombe annoncée chez Alfa Romeo, ça n'a Non. pas arrivé. C'est arrivé plus avec d'autres modèles, on s'entend, là. Mais pas avec ces modèles-là. Avec la On 4C, disait, on arrive avec des modèles européens, ça va être la catastrophe. Ça n'a pas été la catastrophe.
C'est un fait. C'est un fait que ça au va pas niveau être de une la catastrophe. fiabilité. Mais tu as raison, ce n'est pas des véhicules qui sont faits pour ça. nécessairement pour remorquer puis s'en aller. Ce qui arrive aussi, c'est qu'au Canada, il y a des véhicules qu'on n'a presque pas le droit de remorquer. Tu t'en vas aux États-Unis, le même véhicule, oui, tu as une capacité de remorquage. Ouais. Mais chez nous, on évalue Ouais. beaucoup la qualité du freinage aussi pour déterminer Ouais, la capacité de remorquage, ce qui n'est pas nécessairement le cas ailleurs. C'est ça, on commence à avoir des capacités de remorquage, incluant des remorques avec frein électrique, Justement. Exact. qui n'est pas la même que s'il n'y a pas une remorque, pas de frein électrique. Donc ça, c'est aussi à faire Les attention. Coréens sont très bons Les là-dessus. Coréens sont là. Tu vois des capacités de remorquage très élevées, mais la remorque doit avoir des freins électriques pour pouvoir le faire. Exact. Alors, Julie a dit, voiture à petit budget, j'ai environ 5 000 et je dois me rendre une fois par mois à Montréal. Donc, 250 km, 500 km avec un budget de 5 000 il n'y a pas de voiture précise à vous recommander. Il y a surtout une voiture que vous allez faire inspecter, qui va vous donner une bonne mécanique. C'est sûr que si vous pouvez vous trouver une Yaris qui a 150, 160 000 km, qui a été bien entretenue, ça va rentrer peut-être dans votre budget et vous allez pouvoir faire un bon bout de temps. Une Kia Rio, ça peut être aussi... Ça pourrait être aussi un Elantra ou quelque chose du genre. Du moment que c'est quelque chose qui est autour de 5 000 et qui a été entretenu, qu'on peut voir en dessous à quoi ça ressemble. Parce que là, il n'y a plus de marque de voiture vraiment que tu peux suggérer. Parce que c'est la condition du véhicule, qui est un petit véhicule, que tu vas faire 250, aller-retour, tu vas faire 500 km. C'est ça que tu as besoin. Non, effectivement, la clé, c'est toujours véhicule inspecté. Si vous êtes contente de l'inspection et que le véhicule répond aux normes, allez-y. Il y a à 5 000 $, on ne peut pas donner de marque vraiment précise. Tu peux aussi bien aller avec un Camry ou avec une Mazda 6. Exactement. Qui va te donner une économie pas loin de... Et un confort, parce que quand tu fais de la grande route, Absolument. évidemment, ça prend de la stabilité, un peu de confort. Ouais, Rapidement, messieurs, après 3 Honda Accord, je conduis maintenant un K5 de Kia que j'adore. Je m'apprête à commander un EV6. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est un bon achat? On n'en pense rien pour l'instant. Juste le visuel, il est extraordinaire, par exemple, le véhicule. Ça va être ça va changer un peu l'industrie automobile, d'après moi, mais je ne l'ai pas encore essayé. Ça s'en vient au début du mois de mars, l'essai de ce véhicule-là. Sur papier, c'est impressionnant. Et ça va changer et bouleverser le marché. Ce qu'on peut dire cependant, c'est que ça partage pas mal tout ce qui se fait avec le Ioniq 5, puisque jusqu'à maintenant, les commentaires sur le Ioniq 5 sont extrêmement positifs. Moi, je conduis le Ioniq 5 la semaine prochaine, donc j'aurai l'occasion d'en parler prochainement. Mais effectivement, ça devrait changer. Et tout le monde est unanime à dire que ces deux véhicules-là, Ioniq 5 EV6, au-delà du look, là, la technologie, la façon dont c'est intégré, ça va littéralement changer la philosophie même des voitures électriques. Je pense que c'est un excellent move. Ça va se démarquer. Oui, mais vous êtes ce qu'on appelle un early adopter. Hein? Vous êtes quelqu'un qui va être le premier à faire quelque chose. Ça vient avec les risques, malheureusement, du métier. Là. Dessiné par un Québécois. Oui, c'est vrai. Oui. Karim Habib qui a décidé C'est vrai. la EV6. Ouais. Alors, on a raison d'être encore un petit peu plus fiers de cette voiture-là. Messieurs, on a encore plusieurs questions. On s'arrête immédiatement et au retour, on poursuit les questions. Restez là. Voici de retour, on poursuit avec les questions. Messieurs, on commence avec Annie. Jetta 2013 hybride. Oh, ça c'est rare. 106 000 km, on demande 12 500. Et on me dit qu'il n'y a rien à faire sur le véhicule. Les on me dit, on oublie ça, on va le faire inspecter pareil. Surtout si ce n'est pas chez un concessionnaire Volkswagen. Et après ça, au niveau du prix et du kilométrage, ça semble bon. Absolument. Moi, je pense qu'une Jetta 2013, si tu la fais inspecter chez le concessionnaire, ça va coûter 100 quelques dollars peut-être, mais ça vaut le coup. Surtout en hybride. D'autant plus. Alors, ça va pouvoir te dire qu'est-ce qui reste dans la batterie et ça va te permettre de savoir si tu fais...
Parce que une batterie 2013, bien, à venir à aujourd'hui, ça commence à avoir 9 ans. Là, tu sais. Alors, elle est bonne pour encore combien de temps? Moi, je pense que c'est ça que je vérifierais beaucoup plus, qui m'inquiéterait le plus. Parce que la balance du véhicule, Ça, puis le système de freinage. Freinage qui avait une petite faiblesse, eux autres. Effectivement. Au niveau de l'hybride, c'était ça. Ça, c'était une des faiblesses qu'il y avait. Honnêtement, moi, je vous avoue que j'ai un petit peu de réticence à l'égard des Jetta hybrides. Les expériences que j'ai eues avec ce véhicule-là n'ont jamais été extrêmement positives. Et les gens que je connais qui en ont vécu n'ont jamais eu de très bonnes expériences non plus. Fait que je suis un peu méfiant à l'égard de ce véhicule-là. Mais effectivement, s'il est bien inspecté, que vous avez les carnets d'entretien, puisque vous avez un véhicule qui, en termes de prix, est tout à fait raisonnable. Son gros point fort, peut-être fiabilité moyenne, mais ça... c'est peut-être généralisé dans la marque. Là. Ouais. Ça, on peut passer à côté, mais l'autonomie du véhicule est impressionnante. Là, c'est au-dessus de 900 km d'autonomie totale, ce véhicule-là, donc c'est très économique. Puis, il y a de l'expérience, alors les petits bobos du début sont passés, sont réglés. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de problème avec ce véhicule-là, mais il faut le faire inspecter. Ça, c'est... Clairement. Ça, c'est la première des choses. Serge, pour cet été, je vais me gâter. Alors, je veux soit un Bronco 4 portes, soit un Wrangler hybride, donc 4XE. Quel est votre choix? Là, je n'ai pas conduit le Bronco encore, donc je ne peux pas me prononcer. Mais comme le Wrangler a plus de technologie, plus d'expérience et tout ça, moi, je m'en vais un petit peu plus la date. Toi, tu as conduit le Bronco. Moi, j'ai conduit le Bronco et je suis obligé de vous dire que ma première expérience avec le Bronco, bon, il faisait très froid. Avec le toit en plastique, je trouvais que c'était pas du tout aussi agréable. Honnêtement, j'étais déçu. J'étais vraiment choqué après moi d'être aussi déçu parce que c'est un des véhicules que j'attendais de conduire avec beaucoup d'impatience. Moi, j'ai conduit la version 2 portes. J'ai trouvé que, bon, ça craquait de partout. L'accès à bord n'est pas simple, mais alors là, pas du tout. En hiver, les pneus sont très larges. C'est pas si facile que ça. Non. Beaucoup de problèmes au niveau... Il fallait que je me batte avec ma poignée à plusieurs reprises pour réussir à ouvrir la porte. Bref, pas mal de déceptions à cet égard-là. Par contre, j'ai aussi roulé avec le Bronco dans Tempête de neige. Et là, j'avais l'air d'un enfant avec un sourire fendu jusque-là. Je me suis vraiment amusé parce que le système hors route, le GOAT, le fameux Go Over Any Terrain, il est incroyable et il va très, très bien. Donc, c'est vraiment un compromis nécessaire. Ça sautille. Moi, j'ai moins aimé ça. Je suis un fan du Wrangler. Le 4XE, je trouve que c'est une belle avancée technologique, tu l'as dit. Alors, moi, j'irais du côté du Wrangler, même si je suis obligé de vous dire que le look, Bronco l'emporte, à mon avis, 100 000 $. Ben, c'est parce qu'on n'était pas habitué à avoir un look semblable. Wrangler, ça fait longtemps qu'on voit ce design-là. Mais mon premier choix, ce serait le Wrangler sans hésitation. Oui, bien, j'ai hâte de voir comment le Bronco va résister dans leur route parce que c'est sa tâche première. Donc, c'est dans leur route qu'il doit se démarquer. Donc, ces composantes mécaniques doivent... être résistant et résistant à long terme quand il va être mis à l'épreuve. Alors, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va se débrouiller là-dedans. Faut le laisser arriver. Il semble avoir des petites affaires ici et là. Le toit, jouer avec le toit, l'enlever, tout ça, ça ne semble pas simple du côté de chez Ford, mais c'est une nouvelle habitude, c'est un nouveau véhicule. Il arrive avec du style, il arrive avec une grosse campagne de publicité, il arrive avec une grosse compagnie en arrière de lui. Donc, je pense que ça va quand même avoir du succès. Puis ça va brasser un petit peu Jeep aussi pour peut-être aller un petit peu plus loin que son Wrangler qui est déjà très bien implanté. Puis on le voit, ils ont réagi très rapidement avec une version hybride branchable. Et probablement une version électrique qui arrive dans pas longtemps. Ça, c'est un secret de Magnéto Polichinelle. qui devrait être là bientôt. C'est ça. Donc, ça, c'est un secret de Polichinelle. Alors, le Wrangler, évidemment, est encore notre choix jusqu'à preuve du contraire. Annie, une petite facile. Hyundai Elantra automatique, tout équipé. J'en ai déjà une. Je la veux garder à peu près 8 ans, 100 000 km. Donc, si vous voulez... Rien à dire sur l'Elantra. Allez vous amuser. C'est que je trouve que le design agressif est moins réussi que dans le modèle Tucson. Ils ont fait quelque chose d'un peu différent, mais ça reste un beau véhicule bien équipé. Et solide. Avec une bonne garantie. Ils ont la fameuse structure, là, ce qu'ils ont appelé la superstructure. Là. Ils ont vraiment une coque qui est très, très solide. Ça ne craque pas, ça va super bien, ces voitures-là, rien à dire. Et plusieurs versions disponibles, encore une fois, ce qui n'est pas non plus négligeable. Gardez 7-8 ans, là, on parle de pas beaucoup de kilométrage par année. C'est des véhicules qui sont résistants à la route. Oui.
Donc, ça va bien vieillir, ce véhicule-là. Vous allez pouvoir peut-être le garder un peu plus longtemps si vous anti-rouille, protégez la carrosserie. Vous allez pouvoir garder, au kilométrage que vous faites, vous allez pouvoir garder peut-être encore un petit peu plus longtemps. Ou le revendre avec un prix qui va peut-être vous surprendre après 8 ans. Bien dit, Marc. Bien dit, bien dit. Bonjour, véhicule branchable, sport utilitaire. J'aurais aimé le RAV4, mais ils sont très rares et on ne peut pas en commander présentement. Donc, quelqu'un qui est un peu frustré de ne pas commander de RAV4 branchable. Donc, il va avoir notre idée des branchables. On en a parlé en début d'émission amplement. Alors, juste répéter, Marc, un peu quelques véhicules branchables optionnels. Le Ford Escape PHEV, je pense que clairement, c'est une des options. Le Tucson de Hyundai, le Kia Sportage, qui sont des branchables intéressants si vous voulez ce format-là. Si vous voulez plus gros un peu, Outlander, évidemment, du côté de Mitsubishi, mais c'est l'ancienne génération. Je vous suggérerais d'attendre peut-être la nouvelle. Et sinon, il y a le Sorento PHEV du côté de chez Kia, qui est vraiment intéressant et qui va super bien. Ah, bien le Santa Fe aussi, excusez, là, j'en ai pas parlé. Là, Sorento, Santa Fe. Sorento, Santa Fe sont à peu près dans les mêmes eaux. Une dernière rapide. J'ai besoin d'un camion qui remorque 5000 livres maximum. Mon choix se dirige vers le Volkswagen Atlas Sport. Donc ça, c'est le genre de coupé, mais c'est pas le vrai thème. C'est le Cross Sport. Cross Sport est le vrai thème. Merci, Marc. Est-ce que c'est un bon choix? Effectivement, moi, j'ai pas de problème avec la classe, à part son prix qui est un petit peu élevé, puis son intérieur qui est un petit peu quelconque. Bien, en fait, c'est probablement ça qui est la principale déception de ce véhicule-là. C'est qu'autant le Crossport, on arrive avec une silhouette qui se démarque, autant l'intérieur est ordinaire. On s'attend à quelque chose de pour plus la ligne du éblouissant. véhicule. Mais pour le reste, effectivement, c'est un véhicule qui n'a pas de souci, que ça va bien, puis ça remorque bien, puis il n'y a pas vraiment de problème de ce côté. C'est vrai qu'il y a une bonne capacité de remorquable. J'ai un copain qui en a un, justement, qui est en Floride, mais lui, je l'ai fait voler en Floride. La preuve qu'ils sont populaires. La preuve est populaire. La preuve qu'ils sont populaires. Ouais. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Absolument. Bien sûr. Merci. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se reparle la semaine prochaine, mardi soir, 21h30. Prenez care. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.